9 heures. Très bien. Tout, Donc, tout le monde est là? bonjour à On tous. peut, on peut commencer? On peut commencer. Élie, je te. Ouais. Bah, Je vais faire une courte introduction. Bonjour à tous, c'est Elie Ballester, délégué général d'Atlanson. Pour faire court, pour ceux qui ne nous connaissent pas côté bailleur, Atlanson, c'est le réseau professionnel des acteurs du solaire du Grand Ouest en Bretagne, Pays de la Loire. Et on travaille régulièrement avec l'USH Pays de la Loire ou avec l'ARO HLM Bretagne, qui est adhérent, qui participe aussi à notre conseil d'administration. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les donneurs d'ordre, les bailleurs sociaux, les maîtrises d'ouvrage, pour les accompagner notamment dans leurs actions de rénovation et de solarisation de leur patrimoine. Et c'est en ce sens qu'on souhaitait au moins vous informer, vous présenter parmi les outils qui existent de l'appel à projet le sol solidaire, qui peut être en tout cas une approche ou une source de financement intéressante pour vos projets à mettre en œuvre dans vos territoires. Merci. Alors, l'association Sol Solidaire vous remercie, hein, Atlanson, vous qui êtes la filière solaire du Grand Ouest, pour votre invitation et pour pouvoir présenter les actions menées par Sol Solidaire auprès des bailleurs sociaux, justement. Alors, le programme de la journée, alors on le voit, hein, sur la diapo déjà, on va mettre de la couleur dans les logements sociaux, on va essayer en tout cas. Telle est l'idée du graphisme qu'on vous propose. On va mettre de la couleur dans les appartements et un peu de chaleur aussi. Mardi dernier, c'était la journée de la précarité énergétique en France. C'est un vrai problème, hein. Tous les ans, on alerte sur le plus en plus de familles qui sont touchées par cette précarité énergétique. Notre parrain, Jean-Pascal Zadi, l'a vécu et en parle souvent. C'est quelque chose de pas facile à vivre. Pour cette conférence, pour ce webinaire, nous allons avoir d'abord des témoignages et de bailleurs sociaux avec Alice Martin de l'ARO HLM Bretagne et avec Jérôme Robin de l'USH Pays de Loire. Et ils vont nous dire et nous montrer pourquoi ce sujet est si important côté bailleur. Ensuite, André Joffre, président de Sol Solidaire, qui viendra nous présenter cette initiative qu'il a fondée, qu'il a créée. Alexandra Baille, elle qui est secrétaire générale de Texol et membre fondateur de Sol Solidaire, nous précisera les modalités de participation, fonctionnement de l'appel à projet notamment. Et nous aurons ensuite des retours d'expérience de bailleurs lauréats avec un témoignage concret sur les avantages du programme. Voilà, merci. Merci. Je laisse la parole dès le début de ce webinaire à Alice Martin. Pourquoi ce sujet est important, Alice Martin, côté Écoutez, bailleur? bonjour à toutes et tous. Alice Martin, donc chef de projet à la Roche LM Bretagne. Oui, donc rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que bien évidemment, hein, le sujet du solaire, des ENR est au cœur des enjeux des organismes HLM, à la fois dans une logique d'avancement social, mais également de décarbonation du patrimoine HLM, hein, bien évidemment. Mais peut-être juste quelques mots sur la Roche LM Bretagne. Ouais. Donc, la Rose, c'est 32 bailleurs, 190 000 logements. Et en Bretagne, même si on a un parc qui est plutôt en bon état et plus récent que la moyenne nationale, on a en fait moins de 1% du parc régional qui est classé F et G. Donc, on pourrait se dire la précarité énergétique, elle est un petit peu moins prégnante, on va dire. Il n'empêche que les besoins sont considérables. On les a chiffrés, hein. Pour être au rendez-vous de la SNBC en 2050, on a 3 000 logements à réhabiliter par an en Bretagne. Aujourd'hui, on en fait à peu près 900 en termes de réhabilitation performante. Donc, c'est x3 qu'on doit faire. Donc, forcément, la réhabilitation performante, ça passe par l'accélération du rythme des réhabilitations. Donc, on est en train de mettre en place un programme massif de réhabilitation visant à accélérer ce rythme. Ça passe bien évidemment par un objectif majeur, hein, qui est de maîtriser les charges des locataires. Donc, on parle moins maintenant de baisse des charges, hein, compte tenu de la hausse du coût de l'énergie. On parle plutôt de maîtrise des charges. Voilà, des locataires pour améliorer aussi leur confort, hein, d'usage au sein de leur logement. Et puis, bien évidemment, au cœur de tout ça, on voit bien les ENR, le solaire, qui devient un axe très important pour les organismes HLM, à la fois dans un enjeu environnemental, on va dire, pour favoriser la décarbonation du patrimoine et favoriser aussi le mix énergétique, hein, qui va être obligatoire, et bien évidemment pour venir maîtriser et réduire directement les charges des locataires. Voilà, pour tous ces éléments-là, bien évidemment, on remercie Atlanson pour l'organisation de ce webinaire qui va permettre justement de présenter une des pistes, on va dire, de travail pour les organismes HLM et notamment le volet financement des énergies renouvelables parce que c'est un sujet très important pour les organismes HLM. Est-ce que vous avez Voilà. déjà fait du solaire sur le parc?
Oui, oui, les organismes HLM font du solaire depuis de nombreuses années, que ce soit en solaire thermique ou solaire photovoltaïque. Non, non, ils sont bien, bien au fait, notamment sur la question aussi de l'autoconsommation collective pour maîtriser les charges des locataires. On regarde la hausse des coûts de l'énergie aussi. On voit que la question, en tout cas, de l'utilisation du solaire dans les parties communes, par exemple, c'était un sujet qui initialement était un petit peu moins prégnant chez les organismes HLM. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur sur lequel ils investissent assez massivement. Et alors, qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme Sol Solidaire qu'on va présenter, hein, mais qui permet de prendre le reste à charge là qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives-là? On peut dire que c'est une très belle initiative et ça répond vraiment aux préoccupations actuelles des organismes HLM parce que forcément les ENR dit aussi comme investissement au départ, hein, comment est-ce que moi je peux aujourd'hui en tant que bailleur social à la fois répondre à tous mes objectifs réglementaires et en plus développer les énergies renouvelables sur mon patrimoine HLM. Donc effectivement il y a différents modèles, il peut y avoir le tiers investisseur, il y a voilà, différents modèles. Donc la question aussi de venir apporter des subventions directes aux organismes HLM, bah, c'est un point très important parce que forcément ça vient directement aussi impacter la réduction des charges des locataires. Merci beaucoup, Alice Martin. Je vous laisse intervenir quand vous le voulez. Vous nous coupez quand vous le Merci. voulez pour énoncer ce que vous désirez. Jérémy Robin, l'USH Pays de Loire. Même question, pourquoi ce sujet est important côté bailleur? Même Oui, exercice que pour Alice. bonjour à toutes et à tous. Merci à tous les participants d'être là. Merci à Atlanson pour l'organisation de ce webinaire. Je ne vais pas être très long parce que en fait, je partage tout ce que vient de dire Alice, hein. Je ne vais pas rappeler tous les enjeux qu'elle vient d'énumérer et les engagements pris par la profession HLM et les organismes sur le terrain. Ils sont totalement partagés en Pays de la Loire comme en Bretagne. Je vais vous parler un peu d'une démarche qu'on a inscrite depuis quelques années à l'USH des Pays de la Loire avec les bailleurs sociaux. Et c'est la démarche Énergie Sprong qui a permis, dont l'objectif était de massifier la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux. Ça aboutit à la rénovation en 3 ans de environ 1500 logements sur les Pays de la Loire. Alors en Pays de la Loire, j'ai oublié de vous dire, en USH, on est 40 bailleurs, à peu près 250 000 logements. Voilà. Donc 1500 logements par la démarche Énergie Sprong avec des processus innovants car industrialisés hors site, ce qui permet d'aller un peu plus vite sur les chantiers et avoir des performances énergétiques importantes. Et je vous parle de ça parce que ça a un lien avec la maîtrise des charges et le bouclier énergétique qu'on voulait assurer auprès des locataires de ces logements, puisque les engagements de performance énergétique sont garantis sur 30 ans dans ces marchés globaux de performance. Donc voilà, on a une garantie vraiment sur 30 ans, ce qui permet de pérenniser la vocation sociale de ces logements sur le long terme. De donner un second cycle de vie aussi des logements sur les aspects confort, qualité, usage. Et puis, on a associé bien sûr la production d'ENR électrique par la production de photovoltaïque sur l'ensemble de ces opérations, afin de compenser les consommations après travaux. Voilà, donc on a à terme un bilan énergétique nul, on va dire, sur les 30 ans chaque année. Donc le solaire Euh, n'est pas quelque chose d'inconnu chez vous. Non, bien sûr, pas, Mm. pas, pas inconnu. Alors, je vous parle d'une démarche collective. Il y a bien sûr plein de démarches qui sont menées depuis de nombreuses années, hein, parce que le solaire, on connaît l'innovation chez les bailleurs sociaux. Le solaire est déployé depuis de nombreuses décennies, je dirais, hein, de début des années 80 sur les premières opérations en solaire. Aujourd'hui, on voit fleurir quand même pas mal d'opérations, notamment en autoconsommation collective, comme l'a rappelé Alice, là, sur l'ensemble des départements des Pays de la Loire par les bailleurs sociaux. Voilà. La précarité énergétique, c'est prégnant de plus en plus, vous Oui, diriez? c'est Ouais. prégnant. On observe une précarisation de l'occupation qui malheureusement s'accentue d'année en année dans le parc social. Et avec l'augmentation des prix de l'énergie que l'on connaît depuis quelques années, bien sûr, le sujet de la précarité énergétique devient de plus en plus prégnant, en fait, hein, pour les bailleurs sociaux et un enjeu fort. Et la maîtrise des émissions de carbone, c'est aussi un enjeu pour vous? Bien sûr, oui, il y a les enjeux de décarbonation, la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des plans d'action qui sont en train d'être mis en place chez chaque bailleur avec voilà, des actions qui seront mises en place avec des investissements nécessaires qui sont conséquents. Bien sûr, on connaît tout le contexte aujourd'hui
on va dire, du modèle économique des logements sociaux. Voilà, ces objectifs sont très ambitieux. Il y a des plans d'action qui sont en train d'être construits. Maintenant, les investissements vont être importants et on va avoir besoin d'accompagnement voilà, pour mener à bien tous ces objectifs. Mmh. Juste un mot sur Sol Solidaire, le côté financement, avant pour Alors, je veux dire, intervenir tout à l'heure. Oui. ouais, Solidaire, moi je découvre, donc je vais attendre Eh avec ben, écoutez, beaucoup de je vous curiosité redonne votre la parole. présentation. Je vous redonne la parole tout à l'heure Très et bien. on va justement en savoir un petit peu plus sur Sol Solidaire avec son président André Joffre. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu ce qu'est Sol Solidaire? Oui, ben écoutez, l'idée est venue en fait en 2020 de conversation parce que c'est vrai que le solaire était en forte progression, on constatait une baisse du prix des équipements et lors de l'entretien avec l'ancien président de l'ADEME, Bruno Lechevin, qui était très impliqué sur la lutte contre la précarité énergétique, on avait réfléchi un peu à se dire mais finalement on est orienté beaucoup sur la production d'électricité, renouvelable, etc. Mais finalement, tout ça manque un petit peu d'humanité, quoi. Voilà. Et on s'était dit, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une approche un peu plus proche de véritablement des personnes que nous avons à aider en priorité, et naturellement, les personnes dans les logements en précarité énergétique étaient la première cible. Alors, c'était d'autant plus vrai qu'il y avait une innovation technologique dont vous avez parlé les uns et les autres. C'était l'arrivée de l'autoconsommation et plus particulièrement l'autoconsommation collective qui permettait, parce que jusqu'alors on faisait un peu de photovoltaïque dans les bâtiments, mais c'était pour couvrir les besoins des parties communes. Bon. Et là, on est arrivé avec l'autoconsommation collective à rentrer dans les logements et à répartir une partie de l'électricité dans les logements. C'était une innovation importante. Je ne vous cache pas que ça a été extrêmement difficile à faire passer, à faire admettre, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition à ce que cette technologie voit le jour. Et c'est grâce à l'Europe, en fait, qui, dans des directives européennes successives, nous avons pu avoir des transpositions dans le droit français de cette technologie. Alors, on s'est réunis avec l'ADEME, donc, qui a été le premier, et puis ensuite, les différents présidents qui se sont succédés ont continué cette œuvre. Et aujourd'hui, c'est Sylvain Wasserman qui est le président de l'ADEME et qui est toujours un actif président pour nous. L'Union sociale pour l'habitat, qui est présidée donc par Emmanuelle Cos, hein, qui est une ancienne ministre, très au fait de ces sujets, très impliquée, ancienne ministre écologiste. Donc, elle connaît bien ces problèmes d'environnement et elle était très active également. Un cabinet d'avocats de Gaulle et Florence, un cabinet parisien, mais qui est très, très impliqué dans le domaine énergétique. Et c'était toujours bon d'avoir un avocat parce qu'on sent bien que les sujets juridiques ne sont pas neutres. Enerplan, qui est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, syndicat national, une banque, ou plusieurs banques, c'est les banques populaires et les caisses d'épargne, BPCE, et puis notre cabinet d'études, Texol, qui est présent depuis 40 ans sur l'énergie solaire, puisque nous avons créé un peu plus de 40 ans, en 82, le Texol, qui emploie aujourd'hui une cinquantaine d'ingénieurs à peu près en France, uniquement sur le secteur de l'énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Alors, l'idée, vous voyez, c'est quoi? C'est que on sent bien que les maîtres d'ouvrage sociaux, ils ont beaucoup d'investissements à faire. Et malgré les aides qu'on pouvait mobiliser un peu partout, il manquait toujours les fameux 20% qui sont nécessaires pour boucler le budget et pouvoir faire des réalisations. Et on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas mobiliser cet argent auprès d'investisseurs, de donateurs qui sont des personnes qui ont la même motivation que nous, c'est-à-dire en fait essayer d'améliorer le sort de nos concitoyens et particulièrement de ceux qui sont le plus en difficulté. Et donc, on a décidé d'essayer de voir si ça marchait. Et effectivement, malgré la période un peu difficile, on a créé ça en 2020, donc vous voyez, c'était en plein Covid, etc. Mais on a réussi malgré tout à le faire vivre et le nombre de donateurs ne cesse d'augmenter. On va en reparler. Donc voilà, le principe, c'est de pouvoir apporter aux maîtres d'ouvrage sociaux. Alors pourquoi les maîtres d'ouvrage sociaux et pas
pas tous les projets de copropriété ou autre, parce qu'on veut avoir un opérateur responsable devant nous. Hein. On n'a pas les moyens, nous, de pouvoir entrer dans le détail. Donc, c'est les maîtres d'ouvrage sociaux qui nous garantissent qu'il y aura des appels d'offres conformes à la réglementation, qu'il n'y aura pas d'entente, etc. Et qu'il n'y aura pas surtout que le fait d'apporter une subvention ne va pas entraîner des surcoûts supplémentaires parce qu'il y aura une subvention. C'est ce qu'on constate souvent. Donc voilà un peu la démarche, et le but du jeu, c'est de pouvoir que toute l'énergie qui sera produite par les installations solaires ainsi financées vienne en déduction des factures des locataires. C'est ça un peu la démarche de base. Alors ça commence, ça prend un peu d'ampleur. On commence à avoir des donateurs importants. On a un donateur qui nous a offert 100 000 euros, ce qui est vraiment très significatif. Et on espère que maintenant, le mouvement va s'accélérer avec les premières réalisations qui sortent de terre, et donc on va pouvoir communiquer, parce que, vous le savez, avec la presse, il ne s'agit pas de leur présenter des idées, il faut leur présenter des réalisations. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant avec les premiers projets qui sont aboutis. Voilà un peu la démarche. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que plus personne... Je regardais les chiffres là, puisque Jean-Louis, vous parliez de la précarité, de la journée de la précarité énergétique. Ouais. 80% des Français avouent ne pas se chauffer à la température qu'il faudrait, dans le but de réduire les factures. Et si on voit un peu plus loin, il y a 1 million de ménages qui ont des difficultés en France pour payer leurs factures. 1 million, c'est le nombre d'interventions que les compagnies d'électricité ont eues auprès des ménages pour réduire la puissance ou pour couper l'électricité. Donc c'est considérable. On n'est pas sur des petits chiffres. Alors voilà, bon, on espère que tout ça va s'améliorer d'une façon générale avec la politique sur l'électricité, sur le fait que les prix n'augmentent pas trop, etc. Mais je pense que là, on a une opportunité, c'est avec une énergie solaire qui doit être pas chère, qui le sera de moins en moins dans le futur, et permettre de pouvoir alimenter de quelques pourcents les logements sociaux qui sont en précarité. Voilà. L'action apportée par Sol Solidaire, est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent d'un chèque énergie un peu? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Chèque énergie apporté au maître d'ouvrage. J'y tiens, hein, on ne va pas aider les particuliers, on va aider le maître d'ouvrage qui, lui, a la responsabilité d'agréger d'autres financements, évidemment, et en même temps de pouvoir assurer la maîtrise d'ouvrage de ces projets. Hein. C'est très important qu'il y ait un opérateur local qui fait son affaire, des marchés, etc., parce que ça serait trop compliqué de faire autrement. Vous parliez aussi du mécénat qui est de plus en plus actif. Comment on attire des mécènes? C'est une question d'image, une question de notoriété? Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Simplement, il faut qu'on le fasse connaître davantage. Et donc, ça suppose qu'on ait davantage de moyens de communication. Mais donc, on peut intervenir à plusieurs niveaux dans l'association. Soit devenir membre tout simplement de l'association, avec une cotisation qui est assez modique finalement, et qui permet de pouvoir contribuer au fonctionnement de l'association. Et ensuite, on peut évidemment être donateur, mais là, la totalité des dons est employée pour réaliser des travaux. C'est-à-dire qu'en fait, on différencie la partie soutien au fonctionnement. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore de permanent, mais nous en aurons un en début janvier. Et donc, ça, c'est payé par les membres de l'association. Donc, il y a des membres fondateurs, mais tout le monde peut venir et devenir adhérent de l'association. Et puis, par ailleurs, donc, il y a l'investissement qui, lui, suppose une démarche particulière avec des appels à projets dont Alexandra va nous parler. Eh bien, vous me faites un lien parfait, André Joffre. Alexandra Baille, vous allez évoquer, donc, comme vient de le dire André, les modalités de participation et notamment le fonctionnement de l'appel à projet. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre effectivement ma casquette de coordinatrice de l'association Sol Solidaire pour vous expliquer un peu plus de détails sur le fonctionnement de l'association. Je ne reviens pas sur cette diapo qui récapitule les membres fondateurs, qui rappelle que Sol Solidaire est une association loi 1901 qui bénéficie de différents soutiens depuis sa création en 2020.
Vous avez ici, on l'a mentionné tout à l'heure, donc la photo de nos ambassadeurs, Jean-Pascal Zadi, réalisateur, César du meilleur espoir masculin en 2022, et puis Amel Chabi, comédienne, qui connaissent bien le sujet de la précarité énergétique et qui communiquent dès qu'ils le peuvent sur l'intérêt de la solution sol solidaire. Voilà, quant aux objectifs recherchés, on en a déjà pas mal parlé, mais effectivement, il s'agit avec Sol Solidaire de faire émerger des projets solaires en autoconsommation dans le logement social, avec le régime de l'autoconsommation collective qui est maintenant bien défini dans le Code de l'énergie, et en sachant que le législateur a mis en place un régime simplifié pour encourager le développement de l'autoconsommation collective dans le secteur du logement social. Donc on l'a dit, l'autoconsommation collective, le principe, c'est le principe du partage d'électricité, du partage d'énergie. On va avoir un point de production photovoltaïque. Les panneaux vont produire de l'électricité, elle va être injectée sur le réseau public et répartie entre des compteurs de consommation. Typiquement les compteurs des parties communes et des locataires quand on est dans un immeuble, mais ça peut aussi être pratiqué sur ce qu'on appelle un périmètre étendu, et typiquement en zone urbaine, un périmètre d'1 kilomètre de rayon. Voilà, tout ce régime de l'autoconsommation collective est bien bordé juridiquement, et on vous en a mis la référence dans la diapo, hein, c'est le L315-2 du Code de l'énergie. Alors, le principe, c'est de développer l'autoconsommation dans le secteur du logement social et de cette façon-là, de contribuer aux objectifs de la transition énergétique et de diminuer la facture d'électricité des habitants de logements sociaux pour augmenter leur reste à vivre. Vous l'aurez bien compris avec tout ce que André Joffre et les intervenants précédents ont expliqué. Donc, le principe de fonctionnement, c'est assez simple. L'association va mobiliser des mécènes, d'une part, et on a la chance d'avoir avec nous dans la salle Edmond Solutions, qui est l'un de nos mécènes et qui parlera tout à l'heure de son point de vue sur l'association. Donc, on va mobiliser des mécènes d'une part, et on va attribuer des subventions privées aux acteurs du logement social d'autre part. Subventions privées, c'est-à-dire donc l'intégralité des dons qui sont apportés par les mécènes constituent des subventions privées qu'on affecte aux acteurs du logement social. Il y a un point fondamental, une règle fondamentale dans l'affectation des subventions privées aux acteurs du logement social, c'est que le bailleur ou l'acteur du logement social au sens plus large, hein, qui est bénéficiaire de Sol Solidaire, s'engage à distribuer gratuitement aux habitants des logements sociaux les électrons solaires qui seront issus de l'installation photovoltaïque. Alors, comment est-ce qu'on va affecter les subventions privées aux acteurs du logement social? En fait, on fonctionne avec un appel à projet annuel. Cet appel à projet, il est en règle générale ouvert au mois de mars chaque année. On laisse quelques mois aux candidats pour préparer leur dossier. Donc, on clôture en général l'appel à projet au mois de juillet, ou, comme ça a été le cas cette année de manière un peu exceptionnelle, au mois de septembre, si les bailleurs demandent un délai supplémentaire, si on voit qu'il y a pas mal de bailleurs qui ont besoin d'un peu de temps en plus. On a un temps fort chaque année qui est la soirée caritative de Sol Solidaire, qui permet de mettre en valeur les projets déjà financés. Et donc ça a lieu au mois de septembre. C'est aussi, en règle générale, au mois de septembre, ou si on a un petit peu décalé la clôture de l'appel à projet, au mois de décembre, que l'on annonce les lauréats de l'appel à projet qui a été ouvert au mois de mars de l'année en question. Voilà, donc tout ça pour dire que l'appel à projet de l'année 2024 a été clôturé au mois de septembre, qu'on ne va pas tarder à annoncer les lauréats de cette session.
Et on est en train, en ce moment aussi, de préparer l'appel à projet 2025, qui sera ouvert au mois de mars 2025 jusqu'au mois de juillet 2025. Alors, pour rentrer un peu plus dans cet appel à projet, on a fixé différents critères d'éligibilité. Donc, il faut que les opérations soient situées sur le territoire national. Quand on dit territoire national, ça peut être en France métropolitaine et aussi dans les zones non interconnectées. On parle de projets sur du neuf ou de l'existant. On est ouvert sur ce point-là. Toutes les implantations sont permises, c'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques peuvent être implantés sur toiture, sur parking, etc. On est aussi ouvert sur le format de l'habitat visé. Donc ça peut être des maisons, ça peut être des immeubles HLM. On a une définition de acteur du logement social qui est large, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément des bailleurs sociaux stricto sensu qui tapent à la porte de Sol Solidaire. Et donc, on a vraiment le souhait de donner le coup de pouce financier que l'on peut offrir à un maximum de projets tant que l'objectif final est atteint, c'est-à-dire permettre des économies sur la facture d'électricité aux habitants. On ne finance que des opérations d'autoconsommation collective. Donc, on n'est pas là pour financer des projets solaires thermiques, typiquement. Les projets doivent avoir une puissance comprise entre 10 kW crête et 250 kW crête. Et ça veut pas dire qu'on est fermé à des projets de taille plus importante, mais dans ce cas, il faudra le présenter en plusieurs fois pour candidater sur différentes années à l'appel à projet Sol Solidaire. Donc, on est ouvert au séquençage pour des projets de taille plus importante que 250 kW. On a fixé un taux d'autoconsommation minimum de 75%. Ça veut dire que 75% de la production photovoltaïque doit servir à la consommation des parties communes ou des locataires. Et on a fixé un taux d'autoproduction minimum, c'est-à-dire que l'installation photovoltaïque, elle doit permettre de couvrir au moins 15% des besoins d'électricité des ménages, en moyenne. Je reste sur les critères d'éligibilité. Ce qu'on demande aussi, c'est que l'installation solaire soit conçue par un bureau d'études qualifié RGE photovoltaïque. Alors, j'ouvre une parenthèse ici. André Joffre, Jean-Louis Busquet et moi-même, appartenant à l'entreprise Texol, qui est un bureau d'études. On n'est pas le seul sur la place, et donc il y a un règlement intérieur à l'association qui précise comment tout cela fonctionne, de manière à ce qu'il y ait une neutralité dans le choix des projets qui est fait. Très concrètement, Texol ne participe pas à l'instruction des dossiers. C'est l'ADEME et Enerplan qui font cet exercice chaque année. Donc, l'installation solaire doit être conçue par un bureau d'études RGE. L'installateur doit être qualifié, lui aussi, RGE, PV. Les composants du système devront être de fabrication française ou européenne, au moins partiellement. Et dans cette même optique, on va dire, de contenu local, on demande que la maintenance soit assurée par une entreprise régionale. Tout ça a été bordé par le cabinet de Gaulle pour que ce soit juridiquement bien formulé dans le cahier des charges. Parce que ce que je n'ai pas précisé, je le fais tout de suite, c'est que l'appel à projet est basé sur un cahier des charges qui est disponible sur le site web de l'association, solsolidaire.fr. Et donc, tout ce que je vous indique là comme critères d'éligibilité et tout le descriptif de la mécanique, vous retrouvez ça dans le cahier des charges de l'appel à projet, qui est un document d'une dizaine de pages. Ça veut dire aussi que tout cela profite à l'économie locale aussi, du coup.
C'est le but, c'est effectivement l'un des buts recherchés. On lutte contre la précarité énergétique, on développe des projets intelligents technologiquement et intelligents dans leur contenu local. C'est en tout cas l'ambition. On demande aussi qu'un dispositif de télésuivi soit prévu c'est important sur ces projets solaires qui est maintenance et supervision pour assurer les performances sur la durée. Et puis, on octroie un bonus dans la notation si le projet est labellisé par un pôle de compétitivité énergie. Les coûts éligibles, alors l'association le financement qui est attribué par l'association va pouvoir couvrir une partie du coût d'investissement, ce qu'on appelle le CAPEX, et une partie des coûts d'exploitation également, qu'on appelle les OPEX, sur une période, les OPEX, qui est limitée à 5 ans, sachant qu'on parle d'installations qui, elles, ont une durée de vie maintenant aux alentours des 30 ans. Si je zoome un tout petit peu sur les CAPEX, on peut prendre en charge donc une partie de l'investissement strictement photovoltaïque, y compris les coûts d'ingénierie, mais on peut prendre aussi en charge les coûts de systèmes de supervision, de systèmes éventuels de stockage, de pilotage, de gestion de l'énergie, les coûts de renforcement de la charpente s'il y en a, dans une certaine limite, et les coûts de structure. Au niveau des OPEX, ce qu'on va aller couvrir, c'est les OPEX au sens large, donc les coûts de maintenance, les coûts de gestion de l'autoconsommation collective qui sont un peu spécifiques par rapport à un projet photovoltaïque classique. Il y a ces coûts-là de gestion des entrées et sorties de participants, par exemple, qui peuvent être pris en charge par des prestataires spécialisés. Et puis on a on va aussi, notre enveloppe peut aussi servir à couvrir les coûts d'assurance, les coûts d'utilisation le tarif d'utilisation du réseau qui impacte le producteur de ce genre d'opération. On fixe certaines obligations aux bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on va demander de suivre les performances énergétiques de l'installation photovoltaïque. On va demander aussi un suivi des économies qui sont permises aux locataires en énergie et en euros. On demande aux lauréats de nous donner un certain nombre d'informations aussi qui vont permettre de valoriser les projets auprès d'autres bailleurs. Voilà. Typiquement, ce genre de format qu'on a aujourd'hui, webinaire, c'est important que des lauréats puissent venir expliquer leur expérience pour sensibiliser d'autres acteurs et encourager à ce qu'il y ait de plus en plus de lauréats des lauréats de Sol solidaire. Et puis, on exige aussi que alors c'est last but not least, que les travaux soient réalisés dans les 2 ans maximum après la notification de l'aide de l'association. Et vous allez voir dans une ou deux diapos qu'on fait tout pour que les projets qu'on finance soient des projets matures. C'est très important que l'association ait un impact vérifiable par ces différentes parties prenantes. Donc, dans les modalités de candidature, il y a une liste de pièces que vous retrouverez dans le cahier des charges qui doivent être fournies. Donc, une note technique, une note décrivant l'économie du projet, un courrier de présentation des motivations et des objectifs recherchés, une fiche de synthèse qui fait 1 page et c'est une trame qui est fournie par l'association, et tout document que vous estimez pertinent pour décrire la robustesse du projet. Ça peut être des articles de presse, ça peut être différents documents. C'est pas compliqué. Alors, on va dire. Ça reste, c'est exigeant. C'est exigeant parce que sur le fond, il faut avoir un projet solide et pouvoir le démontrer, mais la démonstration peut être effectivement faite de manière assez simple et in fine peu chronophage.
Si je zoome juste sur les deux notes dont j'ai parlé à l'instant, note technique, note sur l'économie du projet, au niveau de la note technique, il faudra que cette note fasse ressortir des éléments qui expliquent le phasage entre la production et les consommations des habitants. Il faudra que ça fasse ressortir une présentation des actions de performance énergétique, différents éléments d'ordre vraiment du dimensionnement technique, un planning prévisionnel pour bien montrer que le projet sera sorti dans les 2 ans, et une explication sur comment se fait la sensibilisation vis-à-vis du locataire. Donc, évidemment, la note technique, pour qu'elle soit solide, en général, elle est appuyée sur une étude de faisabilité qui peut être confiée à un bureau d'études de la place. La note sur l'économie du projet vise à présenter le coût détaillé de l'installation photovoltaïque et des frais d'exploitation. Alors, les critères d'analyse et de sélection des projets. Les projets ils vont être, au moment de l'instruction, évalués selon différents critères. Donc, on est sur une base de 100 points et on va attribuer 15 points sur un critère de montant de l'aide demandée par rapport au coût global du projet. On va attribuer un certain nombre de points sur 20 pour la qualité du système solaire et donc sa dimension contenu local, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il y a 25 points maximum à aller chercher sur le niveau de réduction de la facture d'électricité permise aux locataires. On note aussi sur 25 le niveau global de performance énergétique du bâtiment, comment le projet s'insère dans une stratégie globale de réhabilitation de performance énergétique du bâtiment. Et enfin, 15 points sont à aller chercher sur la dimension innovation. Ça peut être de l'innovation technologique, présence de solutions de pilotage, de stockage, de bornes de recharge, etc. Ça peut être aussi de l'innovation organisationnelle. Comment est-ce qu'on, par exemple, sur la sensibilisation, encore une fois, des locataires, ça, c'est un point sur lequel on est extrêmement vigilant. Parce que les locataires, on se rend compte qu'ils n'ont parfois pas même connaissance, si on ne les informe pas, de la présence de panneaux solaires sur le bâtiment qu'ils occupent. Donc ça, c'est voilà, c'est une chose. Il faut communiquer pour expliquer qu'il y a des panneaux solaires, qu'ils servent à de l'autoconsommation collective, qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation collective, etc., etc. Et pour le coup, le code de l'énergie, dans la partie qui est dédiée à l'autoconsommation collective pour le secteur du logement social, explique bien, donne un mode d'emploi sur comment bien informer les locataires. Donc, le bailleur peut se saisir de ce mode d'emploi qui est dans la partie réglementaire du code et nous confirmer qu'il va suivre ce mode d'emploi avec des précisions sur la manière dont il le fait. Alors aujourd'hui, Sol Solidaire, oui. Aujourd'hui, et pour conclure, Sol Solidaire a déjà financé 10 projets dans 5 régions différentes. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, région Sud, La Réunion aussi. Je parlais de ZNI tout à l'heure. On a un premier exemple. En tout, on a mobilisé 400 000 € depuis 2020 pour soutenir ces différents projets. En termes de puissance cumulée, on arrive à 1,3 MW sur une gamme d'installations qui va de 16 kW pour la plus petite à 250 kW pour la plus grosse. La réduction sur la facture d'électricité, elle est de 20% en moyenne chez les habitants bénéficiaires finaux. C'est des informations que vous pouvez retrouver dans notre rapport d'activité annuel, la dernière édition étant celle de l'année 2000, qui concerne l'année 2023. Présent sur le site internet, j'imagine. Oui, exactement. Absolument. Voilà, et donc, c'était presque pour finir vraiment. Vous avez là la liste des bailleurs ou des acteurs du logement social qui ont déjà bénéficié d'une enveloppe. Les diapos, je pense, vous seront circulés de toute façon à travers Atlanson.
Donc, vous pourrez y revenir posément et si besoin de contact pour avoir des conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher de Sol Solidaire sur l'adresse qui est en fin de présentation, contact@solsolidaire.fr. Et on fera le lien pour vous mettre en contact. Et on le avec rappelle, ces le acteurs. webinaire est enregistré, hein, on le rappelle. Jérémy Voilà. Robin, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui, alors, vous allez participer à l'appel à projet, forcément, là. Bien sûr. En tout cas, je vais en faire la promotion auprès des bailleurs sociaux au Pays de la Loire. Eh ben, écoutez, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, maintenant que vous connaissez un petit peu, qu'on a défloré un petit peu le sujet? Bah, écoutez, je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante dans le cadre des possibles investissements des bailleurs sociaux. Je sais qu'il y a pas mal de projets, comme je le disais tout à l'heure, en autoconsommation collective qui sont réfléchis dans les stratégies chez les bailleurs sociaux. Donc, je pense qu'ils vont se saisir de cette possibilité là d'apporter des financements, des aides à leur investissement là, pour porter ces projets, quoi. Mhm. Merci. Alice Martin, même Oui, je vais question. rejoindre ce que vient de dire Jérémy. Effectivement, très intéressant. Je vais relayer aussi auprès des organismes HLM de Bretagne et je ne doute pas qu'ils se saisiront de cet appel à projet pour déposer des dossiers. Forcément, hein, qui dit subvention dit intérêt pour les organismes HLM, hein, bien évidemment. Et puis des projets intéressants. Ils en ont pas mal aussi dans les cartons. Donc, non, on doit pouvoir en trouver sans difficulté. Parfait, merci beaucoup Alice. Alexandra, juste une question qui vient de passer sur le récrit fiscal. Forcément, les mécènes bénéficient du récrit fiscal? Oui, oui, tout à fait. Et j'ai vu une question sur qui sont nos mécènes. Bon, je vous fais défiler de manière un peu subliminale quelques diapos qui vous montrent que l'association est soutenue par un certain nombre d'acteurs. Et pour répondre à la question du rescrit fiscal, voilà, Sol Solidaire a un rescrit fiscal. Les mécènes qui donnent peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Ouais, c'est une bonne action à finalement bon marché, qui bénéficie d'une jolie réduction fiscale. Donc il faut pas hésiter quand on est mécène. Justement, parlant de mécène, Benoît Frémont, vous êtes le patron d'Edmond Solutions en région PACA, du côté de Fréjus. Est-ce que vous êtes avec nous, Oui, Edmond? bonjour. Oui, je Benoît suis avec Frémont. vous, effectivement. Oui, bonjour Benoît. Bonjour à Donc, tous. bonjour. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré dans cette aventure Sol Solidaire, Benoît Frémont? Et puis vous nous expliquerez ensuite les modalités de l'aide que vous allez apporter. Qu'est-ce qui a fait que vous... Écoutez, plusieurs choses. Déjà, Sol Solidaire, pour nous, a vraiment du sens, a vraiment plusieurs sens, puisqu'il il permet d'aider les ménages dans la précarité énergétique à avoir plus de reste à vivre. Il permet aussi de développer la filière photovoltaïque, clairement, de la démocratiser. On le voit à travers les bailleurs sociaux qui s'intéressent à ce type d'aide, à démocratiser aussi l'autoconsommation collective, qui est effectivement un sujet très complexe dans la filière. Donc, pour toutes ces raisons, on y a apporté beaucoup d'intérêt. Et pour des raisons aussi des valeurs personnelles, hein, puisque moi, dans mon enfance, j'ai eu quelques difficultés de précarité énergétique. Donc, c'est des valeurs qui me parlent. J'ai la chance de maintenant plus avoir ce genre de problème. Donc voilà, c'est des valeurs qu'on a envie d'aider. Vous avez vécu ça dans votre chair, comme on dit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, un peu comme les Jean-Pascal Zadi, ambassadeurs de Sol Solidaire, c'est des valeurs qui me parlent et qui parlent aussi à certains de nos collaborateurs. Donc c'est vraiment des valeurs fortes qui nous ont attirés dans cette association, en tout cas. D'accord. Donc alors, comment vous allez donner? Quel est votre le modus vivendi? On est un mécène très récent, un peu particulier, parce qu'en fait, nous, on est une petite structure, hein, on est installateur
donc dans le Var. On n'est pas dans votre région, on est plutôt sur la région sud-est. Donc, en fait, nous, on fait du photovoltaïque depuis 17 ans à peu près, mais c'était une activité qui était intégrée dans une autre structure qui fait essentiellement du CVC, enfin du chauffage-climatisation. Et en fait, on a dissocié l'activité photovoltaïque il y a à peu près 2 ans de cette structure pour monter donc Edmond Solutions à Fréjus dans le Var. Et donc, vous êtes 10 salariés, c'est ça? Assez récente, on est une dizaine dans l'entreprise pour le moment. Et on n'avait pas de gros moyens financiers à mobiliser pour aider Sol Solidaire, mais on avait envie d'avoir une action assez rapide en tout cas pour encourager l'association et comment dire et s'intégrer dans ces actions. Donc, en fait, nous, on a mis en place, il y a à peu près 3 mois, on a développé une application. En fait, on était très recommandé par nos clients, que ce soit particuliers, professionnels ou maîtres d'œuvre, etc. Donc, on a mis en place une application qui permettait de rémunérer n'importe qui comme apporteur d'affaires, même un client particulier qui nous apportait un de ses proches pour réaliser une installation photovoltaïque chez lui, ou un professionnel qui nous recommandait à un de ses confrères. On a créé un système de parrainage. Voilà, qui automatise le parrainage et qui permet de rémunérer n'importe qui en tant qu'apporteur d'affaires. Et en fait, on avait beaucoup de nos clients ou partenaires qui ne souhaitaient pas être rémunérés parce qu'ils le faisaient vraiment pour eux, pour nous, pour leurs proches. Donc, ça les gênait d'être rémunérés, ce qu'on comprenait. Et en fait, on a voulu du coup créer la possibilité de reverser cette rémunération d'apporteur d'affaires à des associations partenaires d'Edmond Solutions pour pouvoir aider des causes qui leur sont chères aussi. Donc, on a intégré trois associations dans ce partenariat et dans ce parrainage. Donc, Sol Solidaire, bien sûr, une association de défense des enfants handicapés qui s'appelle Tous derrière Léa, et la Table Ronde française qui crée des événements caritatifs. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un mécénat très récent. On a déjà, à travers l'application, beaucoup de recommandations qui commencent à aller au bout, puisque la rémunération tombe au moment où le marché est fait. Donc, ça commence à arriver au bout. Donc, on va pouvoir commencer à mesurer, je pense, dès début 2025, la génération de dons et essayer de mesurer ce que ça peut apporter aux associations et notamment à Sol Solidaire. Donc, voilà, dans les grandes lignes. D'accord. Donc, et si je peux me permettre de… Pardon, Jean-Louis. Allez-y, Alexandre. Si je peux me permettre de compléter, on a chez Sol Solidaire des mécènes sur un format très classique de palier de mécénat avec donc un niveau de montant par palier. Et puis, on a des mécènes avec un schéma original de participation. C'est le cas d'Edmond Solutions et on s'en réjouit. Oui, c'est vraiment novateur, c'est très innovant. Je partage ce que vient de dire Alexandra. Juste un mot, Edmond Solutions. Edmond, pourquoi? Edmond Solutions. C'est votre grand-père? Non, pas du tout. Certains le connaissent ici, mais il est peu connu pour ça. C'est en hommage, en référence à Edmond Becquerel. Edmond Becquerel, qui est un physicien français. Son père est plus connu puisqu'il est prix Nobel avec Pierre et Marie Curie pour ses recherches sur la radioactivité. Et Edmond Becquerel était son fils. Il a repris une partie des travaux de son père et il a découvert l'effet photovoltaïque. Donc, c'est un physicien français qui permet au monde entier de bénéficier de cette énergie captée par l'absorption lumineuse d'un minéral, du silicium. Donc, on a voulu lui rendre hommage et essayer de le mettre un peu plus en lumière. Vous aimez donner du sens à ce que vous faites, Benoît? Oui, clairement. Je pense que c'est ce qui nous porte au quotidien, bien sûr. Ouais. Merci en tout cas pour votre témoignage. Est-ce qu'Armand Freinet est parmi nous, d'Iris Solaris? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ou pas? Je ne sais pas. Armand Freinet, vous êtes là? Non. Non, Armand Freinet ne nous a pas rejoint. On le salue tout de même. Je vais laisser maintenant, il reste 6-7 minutes, la parole aux gens qui sont avec nous. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Le micro est ouvert, je crois, Élie. Vous me confirmez?
Tout à fait, effectivement. Vous pouvez activer votre micro. Alors, j'ai vu une première question qui n'a pas forcément été répondue. On peut peut-être rappeler Allez-y. sur le calendrier à quel stade le projet, donc le projet photovoltaïque doit-il être déposé? Est-ce qu'il faut que ce soit un projet suffisamment avancé? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une étude de faisabilité en bonne et due forme pour pouvoir déposer Alexandra? Oui, effectivement, tu as donné la réponse, Élie. Il faut une étude de faisabilité technico-économique pour pouvoir candidater avec de bonnes chances de succès. Et il ne faut pas que les travaux aient démarré. Effectivement, ça Autre c'est élément. important. Et j'ai deuxième intervention, effectivement, je viens de recevoir un message d'Armand Freinet qui s'excuse de ne pouvoir pas nous rejoindre avant 10h30. Il souhaitait faire passer un message sur le fait d'être mécène. Et Iris Solaris, au nom d'Armand Freinet, est mécène pour pouvoir agir sur la précarité énergétique sans que cela pèse financièrement pour les locataires, et en tout cas et les habitants des logements sociaux. Et effectivement, Iris Solaris fait ce type d'action puisqu'ils ont la chance de pouvoir le faire, d'avoir du financement et de pouvoir avoir un impact sur et dans les territoires. Et je pense que c'est effectivement important de le rappeler aussi, que tout type d'entreprises peuvent être mécènes, hein, des PME, des grands groupes. Et plus les mécènes, les mécénats sont en local, en partenariat avec des bailleurs sociaux, et mieux on aura un impact pour financer des projets de qualité. Merci beaucoup à Armand Tout à Freinet, fait. du coup. Merci. C'est tout à fait juste. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, juste une petite André rectification. Joffre. Edmond Becquerel était le père d'Henri Becquerel, Ah, d'accord. et Oui, pas c'est lui. l'inverse. Hein, voilà. Parce que lui, c'est 1820 à peu près, alors que Henri Becquerel, il a eu le prix Nobel au tout début des années 1902 ou 3, je crois. Voilà. Donc D'accord, merci. il faut respecter l'ordre. Alors, quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Merci de nous avoir donné de la lumière, André Joffre, sur ces sujets-là. Quelques questions avant de nous quitter. On a encore 4-5 minutes. Profitez-en. Hein, si vous avez vraiment des détails, besoin de détails sur ce qui a été dit ce matin. Allez-y, lancez-vous. Hein, c'est la première question la plus difficile à chaque fois. Non? Mais si, moi j'ai peut-être une question sur le. Allez-y, Alice, Ouais, merci. sur le nombre de dossiers, le nombre de projets financés par an, où Alexandra, vous avez indiqué le nombre de 10 projets en 2024, c'est à peu près en moyenne, c'est à peu près ça, à l'échelle nationale, c'est à peu près une dizaine de projets. Alors, on reçoit, donc, on va dire en moyenne, avec le recul des 3 premières éditions, on reçoit une dizaine de projets. Certains certains bailleurs ou acteurs du logement social, certains candidats proposent plusieurs projets. Donc, sur les 10 projets qu'on reçoit, c'est 10 on en projets retient. reçus. Oui, D'accord, reçus. j'ai pas Sur compris, 10 alors, reçus, on en retient en général la moitié, mais jusqu'à présent, quand le dossier était complet et pertinent, chaque bailleur avait au moins un projet financé. D'accord. Et un dossier recalé peut repasser l'année d'après? Oui, tout à fait. Absolument. S'il est un peu plus détaillé, notamment, et un peu plus renseigné. Et Absolument. donc, vous avez une enveloppe annuelle dans laquelle c'est appel à projet, et ensuite, là, je voyais une question justement s'il y avait un plafond par projet. Alors, en fait, tout va dépendre de la somme qu'on arrive à réunir chaque année auprès de nos mécènes. Mais comme je disais tout à l'heure, on a réuni pour les 3 premières éditions autour de 400 000 €. Ça vous donne une idée de ce qu'on distribue par an en moyenne au dossier. Et on est sur des enveloppes qui sont autour de 30 000 € en moyenne par dossier. D'accord, merci. Un mot encore, une question? Jérémy, peut-être? Non, je crois que tout a été à peu près dit. Moi, j'ai appris en tout cas beaucoup de choses de cette initiative, et merci à tous les intervenants. Merci à tous. Oui. Un mot pour conclure, André Joffre? Oui, ce qu'on peut rajouter, Je laisserai la parole à Élie à la fin. C'est que nous sommes simplement au début de l'histoire, hein, au début de l'histoire du solaire, même si on en fait pour certains d'entre nous depuis très longtemps. En fait, les choses ne font que commencer. Hein. Et donc, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, le solaire sera de plus en plus banalisé, rentrera dans les mœurs, et on peut considérer que
je pense à partir de 2030, la compétitivité du solaire sera telle que ça sera généralisé sur tous les bâtiments. On ne construira plus de nouveaux bâtiments dans lesquels les toitures ne seront pas solaires. Voilà. Et donc après, il reste à équiper tout le parc existant. C'est ça l'enjeu en fait. Hein. C'est tous ces bâtiments qu'il faudra rénover et la rénovation des toitures, effectivement, en fait partie, en y mettant soit des plantations, soit du solaire, puisque c'est les deux options qui se présentent à nous. Voilà. Mais je pense qu'il faut considérer la démarche d'équipement solaire dans la durée et considérer que vraiment, nous sommes vraiment qu'au tout début. Les marchés explosent littéralement au niveau mondial, les prix continuent de s'écrouler pour des raisons simples. Hein, c'est que tout simplement, il n'y a pas dans le panneau photovoltaïque d'éléments de terres rares comme on l'entend trop souvent. Ce sont que des produits très simples. Le silicium, c'est le produit le plus banal sur Terre après l'oxygène. Il n'y a que ça sur Terre. Et donc, lorsqu'on est en présence de ces marchés qui se développent, plus les volumes d'activité industrielle augmentent, plus les prix baissent en fait. Et donc, le seul challenge qui nous reste à gagner maintenant, c'est le fait d'implanter sur le territoire national ou au moins européen des unités de production de ces panneaux solaires. Voilà. Ça, c'est ce qui est en cours et c'est l'enjeu principal des prochaines années. Il y a un papier d'ailleurs dans le blog de Texol aujourd'hui sur Holosolis, qui est des deux futurs projets industriels pour justement fabriquer des panneaux solaires et des modules en France. Merci beaucoup André Joffre, merci à tous. Élie Ballester, on vous remercie d'avoir organisé ce webinaire. Je vous laisse le mot de la fin en tant que effectivement, je vais pas faire long parce qu'André l'a très bien dit et très bien résumé. Et je rajouterais juste qu'effectivement, le solaire est un outil formidable qui est à la portée de tous dans la quête, en tout cas dans le droit à l'énergie, qui est un droit fondamental et qui est un outil simple qui peut être mis à disposition de tout un chacun, en fait, et qu'il faut pouvoir s'emparer de ce sujet et qui permettra justement de démocratiser en fait l'accès à l'énergie, en tout cas et les énergies renouvelables pour les locataires et l'ensemble des bailleurs sociaux. Écoutez, c'est une bien belle conclusion. J'ai juste une petite dernière question. Est-ce que si le dossier est éligible, si la production est autoconsommée dans les parties communes et donc diminue les charges, mais sans être distribuée au compteur individuel des logements? Très bonne question. Ouais. Alors, c'est la bonne question. Alors, est-ce que vous avez une réponse à apporter? Si techniquement ça répond à la définition de l'autoconsommation collective, c'est possible. Et effectivement, le locataire verra le bénéfice de l'opération par les charges locatives. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous tous. Merci beaucoup, Élie Ballester, Alice Martin, Jérémy Robin, André Joffre, Alexandra Baille et Benoît Frémont d'Edmond Solutions. Jean-Louis, petite photo? Et ne l'oublions pas. Merci Alexandra. Alors on va pas couper tout de suite. On va faire une photo de tout le monde. Mettez vos caméras, oui. Alors on met tous les caméras. Voilà. Et du coup, c'est vous Alexandra qui vous occupez de ça? Il faut enlever la partie. Oui, il faut enlever le partager, le document partagé peut-être. On va tous être. Oui. Hop. Voilà. Voilà, parfait. Allez. Stéphane, Luc, non, pourquoi pas? Ben voilà, très bien, parfait, super. Merci. Allez, on fait une photo. On vous laisse faire. Cyril, il manque que Cyril là, Barotin. Hop. Non? Allez. Alors vous nous dites, hein, Alexandra, c'est vous qui donnez le là ou le top? 1, 2. 1, 2 et 3. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci. À très bientôt et longue vie à Sol Solidaire. Nous vous enverrons la présentation. Voilà. Je réponds à la dernière question. Au revoir. Au revoir. Merci.